Salut à tous, cette vidéo vous est proposée notamment dans le cadre du projet du calendrier de l'Avent, à la fois pour vous divertir sur YouTube avec des scénarios que j'ai imaginés sur l'univers de Warhammer Fantasy, et à la fois sur le site internet avec des offres sur des lots de figurines, avec tout un tas de nouveautés et des exclusivités accompagnées de réductions vraiment très intéressantes. Les deux factions que vous allez voir aujourd'hui s'affronter dans cette histoire seront celles concernées par les offres du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo avec des séquences filmées des figurines assemblées. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la première vidéo du mois où je vous en explique davantage ou alors directement sur le site internet. J'aimerais remercier tout particulièrement Gauvin Rémy qui a travaillé très dur à mes côtés pour vous proposer des illustrations pour accompagner ma voix. Comme il a fallu faire pas mal d'illustrations, on a préféré miser sur la quantité. Donc ce que vous allez voir, c'est clairement un dixième de ce qu'il est capable de faire. C'est un artiste freelance français qui a déjà bossé sur des projets d'illustration pour des projets 3D, pour des jeux vidéo, pour du JDR, des jeux de société, et il a même déjà fait des illustrations sur l'univers de Warhammer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Il est très bon dans ce qu'il fait et il se fera un plaisir de vous aider dans vos projets, que ce soit des projets pro ou pour vos projets d'illustration perso. Je vous laisse donc tous ces réseaux en description et sur ce, trêve de bavardage, aujourd'hui c'est la bagarre. La bagarre! Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Dans les profondeurs sinueuses de la montagne grimaçante, le convoi du clan Skryre progressait dans un concert de cliquetis métalliques, de grognements impatients et de bourdonnements mécaniques. Cette expédition, orchestrée avec soin, avait un double objectif: tester les dernières inventions du clan et sécuriser un précieux gisement de Malpierre. Le Conseil des 13, en quête de domination accrue sur les clans rivaux, avait confié cette mission au clan Skryre, réputé pour sa maîtrise des armes expérimentales. En retour, la promesse d'une part significative des ressources de Malpierre et d'une reconnaissance politique renforcée avait motivé le clan à rassembler ses meilleures machines et ses troupes les plus aguerries. Le convoi lui-même était une démonstration de la puissance et de l'ingéniosité du clan Skryre. En tête, plusieurs équipes de mitrailleuses Ratling avançaient, leurs armes vrombissantes, prêtes à déchiqueter quiconque se dressait sur leur chemin. Derrière eux, les porteurs de lance-feu à Malpierre manipulaient avec précaution leurs armes, dont les réservoirs remplis d'essence instable luisaient d'une lumière verte et inquiétante. Au centre, une ratasphère, un engin sphérique recouvert de pointes et saturé d'énergie, roulait lourdement sur le sol inégal, surveillé de près par des techniciens nerveux. Enfin, à l'arrière, une foreuse à Malpierre, imposante et bruyante, traînait dans son sillage des caisses de globes toxiques, leur contenu émettant une vapeur âcre qui s'infiltrait dans les poumons. L'expédition avançait avec confiance, le bruit de leurs machines résonnant dans les tunnels comme une promesse de destruction imminente. Selon les rapports des espions Skaven, les gobelins de la nuit s'étaient installés dans une ancienne caverne transformée en repère. Outre leur extermination, la mission permettrait de tester les limites des armes du clan Skryre dans un environnement hostile et réel. C'était aussi une occasion d'évaluer de nouveaux mécanismes intégrés aux lance-feu et aux Ratling, conçus pour améliorer leur cadence de tir et leur efficacité destructrice. Skrilzik, l'ingénieur responsable, avait insisté sur le fait que cette opération serait une démonstration éclatante de la supériorité technologique du clan. Mais la réalité des tunnels allait rapidement éroder cette assurance. Alors que le convoi approchait d'un passage étroit, un sifflement brisa le tumulte mécanique. Une flèche jaillit des ténèbres, frappant un porteur de lance-feu en pleine gorge. L'écho de son cri fut suivi d'une pluie de projectiles. Des gobelins de la nuit, embusqués dans des renfoncements creusés dans les parois, déclenchèrent leurs attaques. Le chaos s'empara des rangs Skaven. Les flèches empoisonnées, rudimentaires mais efficaces, trouvaient leur cible parmi les esclaves et les porteurs d'armes. Les mitrailleuses Ratling répliquèrent immédiatement. Leurs armes crachèrent des rafales de projectiles, illuminant les ténèbres de flashs successifs. Les gobelins, bien qu'agiles, furent touchés, certains tombant de leur niche. Mais les balles ricochèrent dans les couloirs étroits, touchant également des Skaven trop proches. Les lance-feux entrèrent alors en action, déversant des torrents de flammes verdâtres. Les renfoncements des gobelins furent engloutis par le feu et les cris stridents des créatures envahissèrent les tunnels.
Cependant, les flammes incontrôlées commencèrent à se propager, forçant les Skaven à reculer pour éviter d'être pris dans leur propre attaque. L'étroitesse du passage rendait l'utilisation des machines compliquée et dangereuse. Au-delà de la mêlée, des rochers furent lâchés depuis des plateformes dissimulées dans la roche. Ces projectiles improvisés écrasèrent plusieurs Skaven, sémant la panique. Dans le chaos, la ratasphère mal stabilisée bascula contre un amas de pierres manquant d'exploser. Les techniciens s'affairèrent autour de l'engin, couinant frénétiquement pour éviter une catastrophe. Et malgré leurs pertes, les Skaven parvinrent à repousser les assauts des gobelins. Mais l'embuscade avait brisé leur formation et mis en évidence leur faiblesse dans ces tunnels. Les mitrailleuses Ratling étaient surchauffées, les lance-feux étaient réduits en nombre et la ratasphère gravement endommagée. Pourtant, le convoi reprit sa progression, les machines mutilées traînant derrière lui une promesse d'une vengeance brutale. L'expédition venait de commencer, mais les gobelins avaient prouvé qu'ils ne se laisseraient pas écraser sans lutter. Les tunnels de la montagne grimaçante semblaient s'étirer à l'infini, oppressants et hostiles. Le convoi Skaven, bien que malmené par l'embuscade initiale, avançait toujours. Les mitrailleurs Ratling réparaient leurs armes avec des gestes fébriles, tandis que les porteurs de lance-feu, réduits en nombre, traînaient leurs réservoirs instables dans un silence tendu. À l'arrière, les techniciens entouraient la ratasphère, s'efforçant de stabiliser son mécanisme après l'impact précédent. La foreuse à Malpierre, massive et imposante, continuait de gronder, un témoin de la détermination du clan Skryre à poursuivre sa mission. Les Skaven avançaient désormais avec prudence. L'étroitesse des tunnels, les parois humides et parsemées de champignons luminescents, offraient une couverture idéale pour de nouvelles embuscades. Skrilzik, observant la projection chaotique de ses troupes, ordonna l'utilisation des ratasphères comme éclaireurs. Ces machines sphériques, capables de rouler rapidement et de déployer des charges explosives, étaient idéales pour débusquer les ennemis cachés dans les passages les plus étroits. 2 ratasphères furent activées et lâchées dans le convoi. Leur mouvement était accompagné d'un grincement métallique, les engrenages peinant à fonctionner dans l'environnement exigu. Les sphères roulèrent alors dans les tunnels, illuminant brièvement leur passage de lueurs vertes malsaines. Les Skaven attendaient, tendus, les yeux rivés sur leurs machines. Mais les gobelins de la nuit, loin d'être intimidés, avaient prévu ce mouvement. Plus enfoncé dans le tunnel, un groupe de guerriers gobelins s'était positionné stratégiquement dans un passage encore plus étroit. Armés de lances et protégés par des boucliers faits de débris métalliques et d'os, ils attendaient leur moment. Et lorsque les ratasphères arrivèrent à leur niveau, les gobelins surgirent en poussant des hurlements gutturaux. Avec une précision surprenante, ils utilisèrent leurs lances pour bloquer les sphères et les immobiliser contre les parois. Le mécanisme des ratasphères s'emballa et les 2 machines explosèrent violemment. L'explosion emplit le tunnel d'une onde de choc, tuant plusieurs gobelins, mais endommageant également la structure du passage. Les parois tremblèrent et des débris commencèrent à s'effondrer, bloquant temporairement l'accès pour le reste du convoi. Les Skaven, frustrés, se retrouvèrent immobilisés. Pendant que les esclaves tentaient de dégager le passage avec des outils rudimentaires, un autre groupe de gobelins attaqua les troupes arrière. Ces nouveaux assaillants, agiles et hargneux, ciblèrent les porteurs de lance-feu et les techniciens occupés avec la ratasphère endommagée. La confusion s'installa à nouveau parmi les Skaven. Les Ratling, bien qu'opérationnels, peinaient à viser dans l'étroitesse du tunnel sans risquer de toucher leurs propres troupes. Les gobelins, se servant des limites du terrain, frappaient rapidement avant de se replier dans l'obscurité. Ils utilisaient des passages secondaires souvent trop petits pour que des machines du clan Skryre ne puissent les suivre. Cette mobilité supérieure désorientait les Skaven, habitués à écraser leurs ennemis par une force brute et une puissance technologique. Finalement, après plusieurs heures de travail et d'escarmouches, les Skaven réussirent à dégager le passage bloqué. Mais leurs forces étaient épuisées et leurs ressources diminuaient dangereusement. La perte des ratasphères était un coup dur et des techniciens savaient que les dégâts subis par les machines restantes les rendaient moins fiables. Malgré tout, la foreuse à Malpierre continuait de gronder en arrière-plan, une promesse de revanche à venir. Les Skaven, bien qu'affaiblis, se préparaient à leur prochaine manœuvre. Ils savaient que les gobelins de la nuit ne se contenteraient pas d'escarmouches. Plus ils s'approchaient du cœur du repère, plus la résistance serait féroce. Les machines, bien que redoutables, étaient limitées par l'environnement étroit et tortueux des tunnels. Les Skaven comprenaient que leur technologie, aussi avancée soit-elle, pouvait devenir un fardeau dans ces conditions. Le convoi repartit, lentement, la tension toujours palpable. Si les gobelins avaient réussi à déjouer leur ratasphère, que leur réservait-il encore dans ces profondeurs ?
Les Skaven n'avaient pas de réponse, mais ils avancèrent, guidés par leur insatiable obsession pour la Malpierre. Après avoir progressé avec difficulté à travers des tunnels de plus en plus étroits et dangereux, le convoi Skaven déboucha enfin dans une immense caverne. Les torches vacillantes révélèrent une scène à la fois impressionnante et décourageante. Une crevasse béante, d'une largeur impossible à franchir, séparait les Skaven du clan des Gobelins de la Nuit. Sur l'autre rive, le camp grouillait d'activité, des silhouettes agitées allaient et venaient entre des constructions rudimentaires et des piliers naturels recouverts de champignons luminescents. La cavité résonnait des bruits des gobelins, mêlés à des ricanements lointains et au grondement des machines du clan Skryr. Skrilzik n'avait pas besoin d'être présent pour que ses équipes d'armes comprennent l'importance de cette opportunité. Détruire ce camp signifierait non seulement un triomphe sur les gobelins, mais aussi la démonstration éclatante de la supériorité de leur technologie. Les techniciens mirent immédiatement en place les mortiers à globes toxiques, les ajustant pour bombarder la rive opposée. Les réservoirs, pleins d'un mélange instable de gaz toxiques et de malpierre distillée, furent soigneusement préparés. Les Skaven manipulaient les mortiers avec une précision nerveuse, conscients des risques. Après une série de couinements et d'ajustements rapides, les premiers globes furent projetés dans les airs, traçant des arcs parfaits avant de s'écraser dans le camp gobelin. Les explosions des globes en verre résonnèrent dans toute la caverne. À chaque impact, des nuages verts et épais s'élevaient, enveloppant le camp dans une brume empoisonnée. Les gobelins, pris de panique, hurlaient et titubaient dans les volutes toxiques. Leur construction improvisée s'effondrait et les cris s'éteignaient peu à peu sous l'effet des fumées mortelles. Les machines du clan Skryr semblaient enfin dominer la situation. Mais les Skaven n'avaient pas anticipé l'imprévisibilité des Gobelins de la Nuit. Alors que les équipes de mortiers se congratulaient, des hurlements stridents retentirent derrière eux. Des fanatiques gobelins surgirent des tunnels qu'ils avaient laissés sans surveillance, balançant leurs énormes boulets avec une force dévastatrice. Ces gobelins enragés, agissant sans souci pour leur propre survie, frappaient tout sur leur passage, semant la panique dans les rangs des Skaven. Les fanatiques percèrent les défenses des équipes de Ratling et de lance-feu, leurs boulets écrasant Skaven et machines dans des explosions d'étincelles et de malpierre. Les techniciens tentèrent de riposter, mais les mouvements imprévisibles des gobelins rendaient leur tentative de viser impossible. Un fanatique frappa directement un mortier, provoquant une explosion cataclysmique qui tua autant de gobelins que de Skaven. Le chaos était total. La foreuse à malpierre, positionnée en arrière, fut atteinte par un éclat de boulet. Sa structure déjà endommagée s'effondra, libérant une onde de choc qui fit trembler toute la caverne. Leurs parois, fragilisées par les explosions des globes toxiques, commencèrent à craquer. Dans leur rage incontrôlable, certains fanatiques frappèrent des piliers naturels soutenant le plafond de la caverne. Des morceaux de roches massives se détachèrent et tombèrent lourdement, écrasant gobelins et Skaven sans distinction une nouvelle fois. Une dernière explosion, alimentée par un réservoir de malpierre endommagé, déclencha l'effondrement final. Les Skaven, en pleine débâcle, tentaient de fuir mais il était déjà trop tard. Le sol se déroba sous leurs pattes, la crevasse s'élargissant alors que des pans entiers de la caverne s'effondraient dans un grondement assourdissant. Les Gobelins de la Nuit, bien que eux aussi victimes de cette destruction, semblaient étrangement satisfaits de leur vengeance. Lorsque le calme revint, tout n'était que poussière et silence. La caverne était désormais un amas de débris, un tombeau pour les Skaven et les Gobelins. Seuls quelques Gobelins de la Nuit, ayant échappé aux globes toxiques et aux éboulements, émergèrent des tunnels secondaires, ricanant dans l'obscurité. Les machines du clan Skryr, leur orgueil et leur fierté, gisaient désormais en pièces, perdues à jamais dans ces profondeurs hostiles. Les ténèbres se refermaient lentement sur ce qui avait été une caverne grouillante d'activité. Les échos des explosions et des cris s'éteignaient dans un grondement sourd, tandis que le plafond, fragilisé par les combats, continuait à s'effondrer par sections. La bataille entre les Gobelins de la Nuit et les Skaven du clan Skryr s'était muée en une catastrophe totale. Dans les décombres, des morceaux de machines gisaient éparpillés. La foreuse à malpierre, autrefois symbole de puissance et d'ingéniosité, n'était plus qu'un amas de métal tordu, à moitié enfoui sous les rochers. Les globes toxiques, qui avaient survécu à l'explosion, s'étaient brisés sous l'impact, libérant des volutes de fumée verdâtre qui saturaient encore l'air, étouffant les rares survivants qui tentaient de s'extraire des gravats.
Les Skaven, pris au piège par leur propre arrogance et la fureur des gobelins, étaient tombés en désordre total. Les mitrailleuses Ratling, isolées et dépassées, avaient été écrasées sous les éboulements ou pulvérisées par les fanatiques gobelins. Les porteurs de lance-feu, incapables d'utiliser leurs armes dans l'étroitesse des couloirs, avaient péri dans une dernière tentative désespérée de repousser leurs assaillants. Même les techniciens, pourtant protégés à l'arrière, avaient succombé à l'explosion d'un réservoir instable ou sous les projectiles des gobelins. De l'autre côté, les gobelins de la nuit ne s'en étaient pas mieux sortis. Leur propre stratégie, visant à provoquer le chaos et à semer la destruction, s'était retournée contre eux. Les fanatiques enragés par la proximité des Skaven et l'odeur de la malpierre avaient frappé avec une force tellement démesurée, ignorant les conséquences de leurs actions. Leurs boulets avaient détruit autant de gobelins que de Skaven, et leurs charges imprudentes avaient déclenché l'effondrement final de la caverne. Le clan Skryr, si sûr de sa technologie et de sa domination, avait perdu non seulement ses machines, mais aussi la crédibilité de son ingénierie dans une mission qui aurait dû être une simple formalité. La montagne grimaçante, désormais scellée sous des tonnes de roches, était redevenue silencieuse. Le gisement de Malpierre, pourtant si convoité, était désormais inaccessible, enfoui avec les corps de ceux qui avaient tenté de le réclamer. Ce désastre resterait dans les annales des deux camps, un exemple de la folie destructrice qui caractérisait à la fois les gobelins de la nuit et les Skaven. Et pour le clan Skryr, il s'agirait d'une leçon amère sur les limites de leur technologie face à l'imprévisibilité du terrain et de leurs ennemis. Pour les gobelins de la nuit, cela deviendrait une légende, une preuve éclatante que même les inventions les plus avancées pouvaient tomber face à leurs ruses et à leur chaos indomptable.